Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du mercredi 29 septembre 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché où on constate un rebond actuellement sur la plupart des indices et une certaine plutôt détente des taux qui avaient clairement plombé les indices hier, notamment Wall Street, qui avait terminé en forte baisse sur fond de remontée rapide des rendements obligataires face aux craintes provoquées par l'inflation susceptible d'amener la Fed à durcir, comme vous le savez, plus rapidement que prévu sa politique monétaire. Alors, hier, il s'agissait du plus fort recul en pourcentage depuis le 12 mai pour le S&P 500 et depuis le 18 mars pour le Nasdaq. Et ces deux indices actuellement se dirigent vers leur pire performance mensuelle depuis septembre 2020. Le premier risque de connaître son plus mauvais trimestre même depuis le début de la pandémie de Covid-19. Alors, la plupart des classes d'actifs hier ont quand même été victimes du retrait des investisseurs, y compris l'or, signe que l'aversion au risque semble en tout cas généralisée. En même temps, on a eu la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, qui n'a guère rassuré les marchés en prédisant une inflation proche de 4% à la fin de l'année. Et au-delà de l'inflation, les investisseurs sont aussi un peu fébriles par le blocage des discussions au Congrès américain sur un relèvement du plafond de la dette de l'État fédéral pour lui permettre de continuer à faire fonctionner les différentes administrations à partir de jeudi, mais aussi à emprunter à partir du 18 octobre. Donc, chaque année, on a le même cinéma avec le Congrès américain, mais globalement, ils finissent toujours par trouver une solution. Donc pour moi, c'est un événement minime qu'on est en train de vivre par rapport à la crainte sur les taux, la Chine et la flambée de l'énergie. Comme je vous le disais, Janet Yellen a prévenu les membres du Congrès qu'il provoquerait de graves dégâts à l'économie américaine s'ils ne parvenaient pas à s'entendre. Donc là, on n'est plus sur un discours pour faire un peu peur, mais le Congrès sait très bien que après une petite bataille, il va quand même accepter de relever le plafond de la dette. Pour ajouter aussi au pessimisme ambiant, on a eu la confiance du consommateur américain qui s'est détériorée de manière inattendue ce mois-ci et l'indice du Conference Board tombant au plus bas depuis février. Donc, encore une fois, un retour un peu à la normale sur certains indicateurs macro. Néanmoins, ce matin en Europe, on constate qu'on a un rebond technique après avoir connu, comme je vous le disais la veille, leur pire séance depuis juillet, à la faveur aussi d'une accalmie sur le front des rendements obligataires. Alors les craintes suscitées par l'inflation susceptibles de conduire la Réserve fédérale à durcir plus rapidement que prévu sa politique monétaire ont provoqué une flambée des rendements obligataires, dont celui du 10 ans qui a gagné près de 25 points de base en seulement 5 séances. On fera le point sur la partie macro juste après. Mais juste pour vous donner voilà, un ordre d'idée, sur le marché obligataire, le rendement des trésoreries à 10 ans, donc les rendements obligataires à 10 ans, recule de plus de 2 points de base pour revenir aujourd'hui à 1,51% après avoir touché la veille un pic depuis la mi-juin où on est quasiment monté à 1,56. Et la remontée rapide des taux ces derniers jours a particulièrement pesé sur les valeurs technologiques.
qui mène logiquement le rebond ce mercredi. On a le Nasdaq qui est dans le vert, mais vous voyez ici un peu l'évolution du taux 10 ans par rapport au Nasdaq. Et généralement, quand celui-ci se replie, le Nasdaq apprécie et poursuit sa folle ascension. Les taux 10 ans, lorsqu'ils progressent, profitent généralement aux valeurs bancaires. Néanmoins, une progression du taux à 10 ans n'est pas alarmant, sauf si on a une pontification de la courbe des taux, comme ce fut le cas en février-mars. Donc ici, c'était le creux du Nasdaq. Juste avant, il était autour des 14 000. Dommage, je n'ai pas réussi à trouver ce graphique avec le 10 ans, avec une période juste avant pour vous montrer pareil, lorsqu'on a vu la pontification de la courbe des taux et une accélération des taux, et bien là, pareil, on avait tapé un sommet à 1,70. Le Nasdaq, lui, avait décroché. On était aux alentours des 14 000 points et quelques. Il avait lâché quasiment 10% en l'espace de quelques semaines. Et une fois que les taux, qu'on a eu une certaine détente sur les taux, voilà, le Nasdaq a marqué un creux au mois de mars et est finalement reparti de l'avant pour inscrire de nouveaux records. Et là, le problème, c'est la hausse et l'envolée des taux. Comme je vous le disais, on a pris 25 points de base en seulement 4-5 séances. Donc derrière, les investisseurs délaissent les valeurs technologiques au profit d'autres valeurs, et notamment les bancaires ou les valeurs pétrolières avec la hausse de l'énergie. Élément qu'il va falloir surveiller sur le Nasdaq, c'est potentiellement l'épaule tête-épaule qu'on est en train de former. Donc ici, on a fait une mèche basse, mais on peut tracer une ligne de coup. Et hier, en séance, on s'est arrêté pile poil sur la ligne de coup. Donc très clairement, sur le Nasdaq, on est sur le fil du rasoir. Si on enchaîne aujourd'hui une autre séance de baisse, on devrait valider cette épaule tête-épaule. Et j'ai bien peur qu'on ait une correction plus profonde pour venir chercher. On a un immense bas de canal. Ici, si vous tracez tous les points qui passent par le haut et que vous les reliez avec le point bas, vous avez un canal haussier. Et l'objectif théorique donnerait approximativement un retour vers la moyenne mobile 200 périodes et une prise d'appui éventuellement sur la borne basse du canal haussier. Donc voilà actuellement où est-ce qu'on se situe d'un point de vue technique sur le Nasdaq, mais on constate une certaine fébrilité de la part des valeurs technologiques. Et comme je vous le disais, on se trouve un peu à la croisée des chemins. Pour l'instant, on a un rebond technique sur les futurs. Donc rien n'est fait, pas d'alerte baissière. Néanmoins, si on est amené dans les jours à venir à enfoncer ce support, eh bien attention, on pourrait valider une figure de retournement et avoir une correction de plus grande ampleur. Ici, nous avons les injections de liquidités de la part de la Banque centrale chinoise. Donc, en Chine, le géant de la promotion immobilier lourdement endetté Evergrande fait face à nouveau à un test obligataire. Il doit payer ce mercredi, comme je vous le disais en début de semaine, des intérêts d'un montant de 47,5 millions de dollars sur une obligation assortie d'un coupon de 9,5% et arrivant à échéance en mars 2024. Donc le groupe a annoncé la vente actuellement d'une participation de 1,5 milliard de dollars dans Shengjing Bank, mais le produit de cette cession sera justement consacré à rembourser les dettes d'Evergrande auprès de la banque. En attendant, on constate ici que depuis les déboires du géant de l'immobilier, la Banque centrale chinoise a injecté des liquidités depuis bientôt quasiment 10 jours d'affilée. Et c'est en gros la plus longue période depuis décembre 2020. Donc très clairement, ici, la banque chinoise a bien conscience des risques que fait peser Evergrande sur l'économie. Et donc,
comme d'habitude, les banques centrales face à un risque potentiellement systémique, mais surtout à, je dirais plutôt un risque d'impact sur l'économie chinoise qui pourrait ensuite se répercuter sur d'autres marchés, eh bien, injecte des liquidités dans le but de calmer les tensions liées à Evergrande. Donc, très clairement, un dossier qui reste épineux, mais globalement, je ne dirais pas qu'il est sous contrôle, mais voilà, on tente cette fois-ci, les institutions chinoises, en tout cas, tentent d'intervenir pour éviter le pire. Maintenant, reste à savoir surtout quelle va être la position du Parti communiste chinois sur ce dossier. Mais en attendant, très clairement, on constate que la Banque centrale chinoise, elle, injecte des liquidités pour justement éviter une trop grosse secousse sur les marchés financiers et un impact derrière sur l'économie chinoise. Côté graphique, alors ce matin, rebond technique, comme je vous le disais. Balle au centre, j'ai envie de dire. On a eu une belle bougie baissière, assez impulsive même. On n'est pas venu combler ce gap complètement, on l'a comblé que partiellement et actuellement on se trouve un peu sur un espèce de niveau clé, les 6570, 6590. Depuis qu'on a fait le rebond, reste à savoir si c'est un creux de marché ou juste un rebond technique avant de repartir en direction du sud. Néanmoins, les craintes et les risques, eux, ne se sont pas dissipés pour autant. Hein, on a toujours une flambée de l'énergie, on a toujours des craintes autour de l'inflation, des taux qui accélèrent, bref. Actuellement, on a un bon cocktail qui fait que les marchés sont sous pression. J'estime en tout cas qu'on pourrait évoluer dans un énorme range sur le CAC 40, très clairement entre 6720 et 6422. Là actuellement on se trouve voilà, au milieu du range, donc balle au centre, mais je n'exclus pas très clairement de nouveau une nouvelle accélération baissière pour venir combler ce gap et ensuite peut-être se stabiliser dans l'attente d'avoir un nouveau catalyseur. En données 4 heures, alors, je vais supprimer le canal. En données 4 heures, on a quasiment retracé, je pense, on est sur les niveaux des 38,2. Niveau 38,2, on approche près du niveau des 50. Pas d'opportunité, selon moi en tout cas, j'attendrai vraiment l'ouverture à 15h30 des marchés américains pour avoir un peu plus de visibilité. Mais là, il va falloir surveiller ce niveau car potentiellement on pourrait faire pareil, une correction en A, B, C et venir combler le gap à 6450. Là, j'ai l'impression qu'on effectue un rebond, mais que le flux acheteur n'est pas si convaincant. Très clairement, j'ai le sentiment en tout cas que c'est un rebond technique et pas un rebond déclenché par un énorme flux acheteur qui va ensuite arracher toutes les résistances une à une. Voilà pourquoi je me méfie un peu. J'estime en plus qu'on est au milieu du range. Et là, c'est très clairement le niveau un peu critique, la grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Et on pourrait très bien, une nouvelle fois, retomber en direction du sud. En tout cas, à court terme, on est sur des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc, potentiellement, un niveau de vente intéressant si cet après-midi, les marchés ne tiennent pas leur rebond, très clairement. Voilà, le CAC, des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc là, on est en train de faire un plus haut. Néanmoins, on est sur le niveau au milieu de range et grosse résistance. Et si on repasse sous ce niveau, voilà, je n'exclus pas
une poursuite de la baisse pour venir finalement combler complètement ce gap et pas uniquement partiellement. Le DAX, c'est exactement la même chose. On a un rebond. L'objectif, lui, du double top a été atteint. On est même allé chercher un peu plus bas. On a fait un excès sous les 15 310. Mais pareil, en fait, depuis ce matin, on a fait le gap, puis plus rien. Très clairement, énorme gap durant la première heure. Derrière, le marché est complètement plat. Donc, ce qui montre finalement que le flux acheteur de ce matin est assez fébrile. Je suis pas convaincu, en tout cas clairement, de cette hausse. Et voilà pourquoi j'ai le sentiment qu'on est plutôt dans un rebond technique actuellement, plutôt qu'une reprise haussière de moyen terme. Comme je vous le disais, j'attends surtout la locomotive à 15h30 pour avoir un peu plus de visibilité et voir si les investisseurs américains vont une nouvelle fois céder à la panique ou au contraire se dire que plus de peur que de mal et amorcer véritablement une reprise haussière sur les niveaux de support qu'ils ont touchés hier. En données daily, bon, énorme bougie flux, on retrace dans 50% de la bougie de la veille, donc ce qui signifie qu'on est sur un niveau de résistance. Mais être acheteur ici, certainement pas. Je trouve qu'on est, voilà, avoir payé le niveau de support, pourquoi pas, mais ici, c'est trop tard pour moi, on prend déjà 1% et le rebond, en tout cas, j'ai le sentiment que le rebond manque clairement de carburant, de conviction dans ce rebond-là. Voilà pourquoi je préfère actuellement rester à l'écart et attendre 15h30 pour voir si on n'aurait pas un peu plus de volatilité, de visibilité, en tout cas sur les indices européens. Sinon, même constat que sur le CAC, plutôt un range de moyen long terme. Donc, de nouveau, ce sera un retour potentiellement sur ce niveau-là qui m'intéresserait pour éventuellement revendre. Là, à court terme, je trouve que on est un peu au milieu du désert sur le DAX. Si on regarde en données horaires, on a retracé 38,2 aussi. Voilà, on est sur le niveau des 38,2. Donc, audacieux de payer ici pour aller chercher les 50%, pourquoi pas. Mais c'est plutôt ce niveau-là qui va m'intéresser pour la suite, soit pour repartir dans le flux baissier, venir combler le gap et ce gap-là et aller chercher la bande basse du range. Sinon, si le marché cale ici, donc j'attendrai bien évidemment l'ouverture US à 15h30 pour avoir un peu plus d'indications et pourquoi pas revendre en tout cas ce rebond qui a l'air d'être un rebond technique en tout cas. Le Dow Jones. Le Dow Jones, on va tout de suite basculer pareil sur les futurs où je trouve qu'on a quand même plus d'indications, notamment les zones qu'on a tracées. Bon, on est venu combler ce gap juste ici. On avait l'avalement 4 heures hier qu'on avait évoqué. On est venu taper la zone. Donc là, on est de nouveau sur une zone de support. Donc, on attend la cassure pour espérer un retour un peu plus bas. Belle bougie flux et directionnelle. Néanmoins, on amorce pareil une reprise haussière ce matin sur les futurs. Passons justement directement voilà, sur le graphique. Je vais enlever les Shimoku, on n'en a pas besoin. Et voici une nouvelle fois la réaction des prix sur les zones. Ces zones-là sont vraiment très pertinentes sur le Dow Jones. Je trouve on a une magnifique réaction des prix à chaque fois dans ces niveaux-là. Donc hier, j'ai évoqué avec vous l'avalement baissier qu'on avait formé dans la zone avec un risque de venir taper de nouveau la zone basse. Donc là, c'est chose faite. Maintenant, sur le Dow Jones, encore une fois, peut-être que certains d'entre vous ont tenté un achat, pardon, sur la zone basse pour tenter le rebond technique. Mais là, encore une fois, ici, j'ai aucun plan
à proposer. Pour moi, il faut encore et toujours travailler à l'achat ou à la vente les zones. Là, maintenant, reste à savoir encore une fois si reprise haussière pour aller chercher la zone haute ou au contraire, simple rebond technique et on va repartir en direction du sud et faire de nouveau une correction A, B, C et venir taper les plus bas qui sont juste ici. Maintenant, j'affine un peu en données horaires. On a un rebond assez timide, très clairement, mais acheter ici, c'est pas judicieux, tout simplement. On est au milieu de nulle part, on n'est pas sur un niveau clé. C'était ici qu'il fallait se positionner et vendre là. Bon, un peu tôt, très clairement. J'attendrai vraiment l'ouverture cet après-midi. Peut-être qu'on est dans un biseau. On va remonter un peu plus haut sur les 38,2. La moyenne mobile 50 pourrait descendre. Et éventuellement, sur résistance et cassure de ce biseau, pourquoi pas essayer de revendre, tout simplement, pour d'une part aller chercher en TP1 la zone basse et en cas de cassure d'aller chercher un nouveau plus bas. Voilà un peu ma vision à court terme sur les indices, mais globalement, plutôt le sentiment qu'on est dans un rebond technique plutôt qu'une reprise haussière de moyen terme. L'euro-dollar, le dollar, lui, continue de se renforcer. Et on est en train de sortir par le bas du range. De ce fait, l'abalement haussier est, lui, invalidé. Maintenant, je vais quand même guetter la clôture, histoire d'être sûr qu'on n'est pas un bear trap. Mais globalement, c'est baissier. Voilà, c'est baissier. Phase de trading range depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et on est en train de casser la borne basse de ce range. Et derrière, on n'a pas beaucoup de support. Je veux dire, le prochain niveau pour moi là, à aller chercher, ce serait les 1,1620. 1,1620, puis 1,1530. Je crois que le TP final, ce serait les 1,1460. Et là, globalement, les vendeurs sont en train d'enfoncer le clou, à confirmer sur clôture, mais sinon, sur pullback, pourquoi pas vendre l'euro-dollar pour aller chercher 1,1620 et derrière en TP2, 1,1530. Voilà, on a une belle bougie 4 heures qui est en train de break. Fin de consolidation dans un peu ce micro-range qu'on avait. Pourquoi pas venir sur pullback. Et dans l'idéal, ce serait... hop, on va cacher les Shimoku. Hop, voilà. Dans l'idéal, potentiellement attendre un pullback pour viser, dans un premier temps, la borne basse du canal baissier. Depuis le début du mois, les prix, la dynamique est baissière en tout cas. On avait une rotation, une nouvelle rotation à l'intérieur du range, cadrée par ce canal baissier. Là, on enfonce un niveau de support. Pourquoi pas essayer d'attraper l'euro sur pullback pour ensuite justement voilà, viser la borne basse du canal couplée justement avec le niveau de support que j'évoquais vers 1,1620 avec un stop loss juste au-dessus. Le GBP USD, c'est la même chose. Hier, on a eu une bougie assez monstrueuse. Et je vous disais que si on clôturait sous les 1,36, ça sentait pas bon. Et effectivement, là, quand on voit la bougie qu'on a eue hier, bougie flux directionnelle impulsive qui transperce le range, le seuil psychologique des 1,36 et les 1,35 72, là pareil, il n'y a pas grand chose en fait juste en dessous. Donc de nouveau, pourquoi pas sur pullback venir chercher les 1,3460. En tout cas, maintenant c'est le scénario que je vise. Je vais nettoyer.
et me dire qu'effectivement, on avait potentiellement une sortie de triangle et que le dollar pourrait poursuivre son ascension. Après, ça reste un objectif théorique, mais au moins ça peut donner un ordre d'idée. Ce serait même assez bas. Bon, je ne peux pas être aussi ambitieux sur le JBP USD. Dans un premier temps, je viserai les 1,3460 et 1,3350 en TP final. Voilà, pour moi, c'est deux grosses zones, notamment les 1,3550 ici, ça devrait quand même pas mal bloquer. Mais dans un premier temps, en données 4 heures, voilà. Là, on est en pleine accélération, on est assez éloigné de la Tenkan, donc quand même attendre de nouveau un pullback et pas payer et pas vendre en pleine accélération, mais comme sur l'euro, espérer un pullback avec un stop loss juste au-dessus pour viser 1,3460 et 1,3550 en TP final. L'euro-yen. L'euro-yen a surveillé. On est venu pareil taper quasiment la borne haute de ce range. Donc là, on avait un plan de trading assez simple. C'était de se positionner sur la borne basse du range suite à l'avalement ou à l'épaule tête épaule inversée qu'on a vu en donné 1 heure, de prendre des bénéfices proches des résistances intermédiaires ou sur la borne haute du range. Et ici, on est quasiment venu taper, je vais regarder, on est quasiment venu taper la borne haute. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on va déclencher une nouvelle rotation. Néanmoins, le chandelier invite à la prudence. Là, on est actuellement sur un dark cloud cover. C'est un chandelier de retournement. Et si on accélère un peu plus bas, on pourrait valider un avalement. Dans ce cas-là, il faudra déboucler la position acheteuse car on pourrait une nouvelle fois assister à une rotation des prix vers la borne opposée. Donc là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est remonter son stop, tout simplement. Donc, libre à vous d'adapter encore une fois votre money management en fonction de votre profil, mais ce serait bien de remonter son stop et d'avoir un stop win et d'attendre la clôture ce soir pour savoir un peu comment se positionner, si on est sur un pattern de retournement en clôture ou pas. Dans ce cas-là, on pourrait juste avoir un peu une correction avant de repartir pour aller chercher la borne haute. Et derrière, potentiellement casser cette résistance, d'où l'intérêt de garder un reliquat en cas de franchissement de ce niveau, car on pourrait valider un double de creux. Là, effectivement, en données horaires, ça se dégrade. D'un point de vue de Fibo, à mon avis, on n'est même pas sur les 23,6. Ah si, on est venu quand même chercher les 23,6. On a la MM200 en soutien, le bas du nuage, donc voilà, à confirmer en clôture. Très clairement, pour avoir plus de visibilité ou pas, pour savoir si on garde un reliquat, j'aime bien le soutien de la MM200. C'est vrai qu'après 4 séances un peu folles, normal que l'euro corrige un peu. Néanmoins, certes, on n'est pas venu chatouiller la borne haute, mais je considère quand même qu'on est sur un niveau clé et surtout qu'on est toujours dans un range. Donc, encore une fois, une nouvelle rotation des prix ne serait pas à exclure. Enfin, pour terminer le Forex, l'USD face au yen japonais, qui lui est en pleine accélération. Et je vous invitais à essayer de se positionner à l'achat sur les replis. Donc là, effectivement, on a break les niveaux. J'avais comme objectif ce niveau-là, si on cassait les 110,90, donc là, on a déjà atteint ce premier niveau. Maintenant, étant donné qu'on a une magnifique tendance haussière, voilà, ce serait intéressant d'essayer d'attraper le dollar sur des replis pour se repositionner dans le sens de la marche. Et là, en données horaires, à surveiller potentiellement si la Tenkan et la Kijun se mettent à plat,
une cassure Tenkan Kijun avec un stop loss juste en dessous pour voilà, reprendre le train et accompagner le plus loin possible cette tendance haussière. En tout cas, très clairement, là, on a des plus bas, des plus hauts de plus en plus haut. On empile surtout les bougies vertes en données journalières. Très clairement, le flux est acheteur et ne montre toujours pas des signaux d'essoufflement ou des signes de ralentissement. Donc là, dans ce cas-là, il faut plutôt chercher à profiter de la tendance jusqu'à ce qu'elle se retourne. Le gold. Alors, le gold reprend un peu de hauteur ce matin. Néanmoins, je reste méfiant, notamment avec la remontée des taux. Pour moi, le support a été enfoncé très clairement hier. Et là, on est sur un pullback aussi. Je me montre plus prudent maintenant, comme je vous le disais, sur le gold, et j'estime qu'on pourrait aller chercher cette zone de prix. Notre zone de polarité, juste ici. Là, on a une magnifique zone. Pour moi, c'est le dernier rempart, hein. Si on enfonce cette zone derrière, ça va être compliqué pour le gold. Là, on a une très très belle zone hebdomadaire mensuelle vers 1680, 1690, testée à de nombreuses reprises, à chaque fois, même sur excès. Et pour l'instant, c'est cette zone-là qui va m'intéresser dans les semaines à venir. Très clairement, là, pour l'instant, je reste à l'écart sur le gold. Pour moi, le support est enfoncé. Celles et ceux qui ont envie de vendre, eh bien, libre à vous. Effectivement, on pourrait très bien aller chercher les 1680. Pour ma part, je reste à l'écart, mais éventuellement, si on réintègre les 1750, 1760, je commencerai à me réintéresser alors pour potentiellement des achats. Mais là, très clairement, on est dans un canal baissier, on a enfoncé le support. Encore une fois, rebond technique, on est en train surtout d'effectuer le pullback. Mais c'est un peu tôt encore pour se repositionner, j'ai envie de dire, très sereinement sur le gold. Donc là, je préférais attendre que le gold retombe sur des niveaux clés pour justement profiter d'achats à bon compte. Et là, en données 4 heures, bon, on est sur le pullback. Donc, si certains veulent vendre, ce n'est pas interdit. Encore une fois, pour ma part, je suis plutôt neutre. J'attendrai la fin de semaine, la clôture hebdo. Mais dans l'idéal, maintenant qu'on a enfoncé cet énorme support qu'on travaillait depuis maintenant plusieurs séances, ma cible reste cette zone pour voilà, effectuer des achats à bon compte, comme je vous le disais. Le Brent respire un peu, enfin. Pour autant, c'est haussier. Voilà. En données 4 heures, on est toujours soutenu par cet oblique, par la MM50. On est venu taper la zone, mais vous voyez bien que on est venu prendre appui sur un double niveau de support. Donc là, je vais le marquer ici, juste là, il est 77 à peu près. Donc là, on a un niveau de support, toujours pas de plan de trading à proposer. Pour moi, l'objectif final a été atteint. Maintenant, pareil, je suis plutôt en mode observateur sur les matières premières. Cette résistance est néanmoins pertinente, mais bon, là, on a lâché sur un gap. Et pour autant, on est sur support. Donc, vendre un support, encore une fois, on évite, on attend la cassure. Donc là, on pourrait très bien avoir une simple correction, un marché qui reprend son souffle avant de repartir. Soutenu par Tenkan, sur support, en données 4 heures,
soutien de la même 50, notre oblique qui passe par les plus bas, même si là, on a un peu débordé, mais dans l'idée, on est venu une nouvelle fois taper l'oblique. Trop d'éléments, si vous voulez, qui convergent sur ce niveau-là pour initier une vente. Il faudra attendre éventuellement la cassure de ce gros niveau, de ce gros morceau qu'on a là, en donné 4 heures daily avec la tin can, pour voilà, essayer de vendre, pour aller chercher un repli plus conséquent. Mais sinon, ça reste haussier. Et j'aimerais tout simplement un retour dans la zone, soit un retour dans cette zone-là, soit dans la zone haute qu'on a vue hier. Pour l'instant, je reste en mode observateur. Voilà, on n'est pas payé ici, je suis pas non plus fan. Je cherche maintenant plutôt des ventes, très clairement, sur le Brent. La hausse a été faite, on était acheteur ici, on a pris quasiment 8 $ en quelques semaines. Donc maintenant, plutôt intéressé par des ventes, effectivement, mais sur des niveaux clés de marché. Et là, j'aimerais que le marché retourne soit sur ce niveau-là, soit dans la zone idéale, juste ici. Néanmoins, si le marché ne m'offre pas cette opportunité-là, effectivement, je vais surveiller la cassure de la MM50, du Platinum Can et de l'ancien top qu'on a juste ici. Dans ce cas-là, oui, je pense qu'on pourra avoir une correction un peu plus profonde. Le light. Le light, c'est pareil finalement, mais je l'attends vraiment un peu plus haut, le light. Mais sinon, on a la correction, on a eu aussi un léger gap ce matin. Mais j'ai pas envie de vendre maintenant. Voilà. Pour moi, c'est un peu tôt, peut-être précipité aussi. La flambée des matières premières n'est peut-être pas terminée. On peut très bien aller chercher un peu plus haut. Bon, on a gapé à la baisse, on a un léger flux acheteur au-dessus de cette fameuse résistance. Ça tient. Hier, plutôt un chandelier d'hésitation doji, mais certes, encore une fois, je suis plutôt intéressé par des ventes, mais j'aimerais qu'on vienne chatouiller une nouvelle fois, vraiment qu'on vienne dans cette zone de prix pour intervenir et avoir un meilleur point d'entrée. Car là, voilà, ça pourrait être un point d'entrée avec un stop loss juste au-dessus, mais le ratio est pas bon du tout. Voilà pourquoi je préfère viser encore un peu plus haut pour avoir ma zone, tout simplement. J'attends ma zone mensuelle. Et actuellement, on n'est pas dans la zone mensuelle. En données 4 heures, plaquette jaune tient, les prix sont venus prendre appui, en tout cas sur le plaquette jaune. On est prisonnier entre Tenkan Kijun, plutôt en mode observateur justement. Mais on n'est pas sur un niveau qui m'intéresse, tout simplement. Voilà pourquoi j'attends ma zone mensuelle. Et c'est ce niveau-là que j'ai envie de travailler une nouvelle fois à la vente. Peut-être un peu large. Il faudrait peut-être que je la réajuste, car je pense qu'elle est un peu plus large. Mais dans l'idéal, j'aimerais qu'on accélère encore un peu plus pour avoir un meilleur point d'entrée. Le BTC maintenant. Qui reprend des couleurs aussi ce matin. Le support a tenu encore une fois. J'ai enlevé les Shimoku, on n'en a vraiment pas besoin. Le support tient. On évoquait potentiellement le triangle hier, mais je vous disais que ce qui m'intéressait surtout, c'était les zones. On travaille les fameuses zones. Là, effectivement, on a eu une fausse cassure avec un peu ce que je vous disais hier, c'était que, étant donné que si on sort par l'une des deux bords du triangle, on sera soit sous la zone basse, soit sous la zone haute. Donc forcément, on risque de se prendre un bull trap, un bear trap ou un bull trap. Et là, bon, ça n'a pas manqué pour moi.
faut une nouvelle fois réajuster ce triangle, mais c'est les zones. Il faut rester sur les zones, tout simplement. C'est ce qui fonctionne et c'est ce qui marche le mieux plutôt que des obliques haussières ou baissières. Et certains me changeront peut-être ce triangle en plaçant un triangle descendant, mais je préfère évoquer un range. Un range un peu larvé, certes, mais avec intervention uniquement qu'on situe dans les zones. Donc là, rien n'a changé sur le BTC, on est toujours dans ce micro-range. Néanmoins, j'aime bien l'abalement haussier qu'on a eu en 4 heures. Voilà, là c'est intéressant, c'est un début de quelque chose, rien n'est fait, mais bon, on a eu une bonne réaction positive dans notre zone de prix avec un avalement haussier. Donc là derrière, j'espère que le BTC va avoir les capacités d'aller chercher la zone haute. Et à moyen terme, maintenant, ce sera la rupture, encore une fois, d'une des deux bornes qui donnera le tempo pour la suite et le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel, soit en direction des 50 500 $, sinon ce serait en direction des 37 600 $. Voilà le plan. Sur le BTC, il n'a pas changé, c'est de travailler la borne basse, la borne haute. Sinon, pour les autres, attendre tout simplement la cassure d'une des deux bornes pour accompagner le flux à venir. L'Ethereum, c'est exactement la même chose. Toujours dans son range. Là, pour le coup, on a une oblique qui passe par les mèches, qui est venue soutenir aussi. Mais dans l'idée, on a un peu une zone basse, enfin une zone basse qui est un peu piégeuse, étant donné que voilà, on fait de la mèche, on clôture dessous et on repasse au-dessus. Néanmoins, voilà, on est sur un gros niveau de support. Peut-être que cette zone est un peu plus large. Dans l'idéal, c'était une zone pour moi à peu près de 50 $, mais j'ai l'impression qu'on est sur une zone peut-être un peu plus large, jusqu'à 2775. Voilà, ça pourrait être une zone comme cela. Dans l'idéal, effectivement, on voit que malgré la cassure qu'on a vue ici, ça n'a pas non plus déclenché une grosse vente et qu'on est toujours dans ce micro-range en données 4 heures. Encore une fois, on peut réajuster la zone basse. Et comme sur le BTC, on a eu un avalement haussier ici. Donc là, peut-être que certains d'entre vous ont une nouvelle fois travaillé durant la nuit cette borne basse, couplée avec notre oblique qui passe par toutes les mèches. Logiquement, tout porte à croire que l'Ethereum devrait tenter d'aller chercher la borne haute, couplée. Voilà. Couplée à la borne haute de son canal baissier. Et encore une fois, j'attendrai une clôture sous la borne basse ou au-dessus de la borne haute couplée au canal pour me positionner réellement sur l'actif. Comme pour le BTC, à court terme, trading range, ping-pong entre les deux bornes. Si vous êtes à l'aise, achat en bas, vente en haut. Sinon, restez à l'écart et attendez tout simplement la cassure pour avoir un flux directionnel, un mouvement de plus grande amplitude qui pourrait enfin se matérialiser sur l'ensemble des crypto-monnaies. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et surtout, soyez prudents sur les marchés. Et je vous donne rendez-vous demain pour faire un nouveau point complet sur la planète finance.